Le Rav Léon Ashkenazi, dit Manitou, a marqué des générations de juifs francophones. Il semblerait que depuis quelque temps, grâce à la traduction de nombreux livres, de nombreuses de ses pensées, eh bien, le public israélien a accès aujourd'hui en hébreu à la pensée de Léon Ashkenazi, du Rav Manitou, ou du Rav Léon Ashkenazi, comme vous voulez. Pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir un de ses anciens élèves, Eliezer Cherki, et le Rav Eliakim Simsovic. Pardon, c'est parti. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous suivez, bien sûr, vous qui avez très bien connu tous les deux, le Rav Léon Ashkenazi, l'évolution un peu de ce qui se publie sur lui, notamment en hébreu, puisque vous vivez en Israël aujourd'hui. Alors, on va commencer par ce point-là, parce que c'est vrai que ça paraît fou, mais les Israéliens connaissaient mal la pensée de Manitou. J'aurais tendance à dire qu'ils ne la connaissaient pas mal, mais qu'ils ne la connaissaient pas du tout. Voilà. En fait, Manitou a donné depuis longtemps déjà des cours en hébreu, en particulier autour du Mahon Mir et dans d'autres cadres également. Mais on peut dire que l'écho de ces cours était plutôt un peu confidentiel. Et effectivement, au cours de ces dernières années, pour des raisons qui restent encore à analyser d'une manière plus précise, mais grâce aux efforts aussi de quelques personnes qui ont eu la chance de rencontrer Manitou dans les 2 dernières années de sa vie, et qui ont été séduits, éblouis, et qui ont commencé à diffuser cette pensée, cet enseignement, d'abord à l'étudier eux-mêmes d'une manière plus approfondie. Et puis finalement, ce qu'on sème finit par apporter une récolte. Mmh. Alors, vous nous avez dit en préparant l'émission que 12 livres ont déjà été réalisés par rapport à ces cours, donc ils ont été traduits, ils ont été vraiment mis à la portée du public israélien avec des thèmes très précis. Il y a des choses, des éléments essentiels de sa pensée qui ont été traduits, c'est pas n'importe quoi. Eh bien, oui, effectivement, il y a en particulier le plus grand nombre des ouvrages. Il y a jusqu'à présent 7 volumes qui ont été publiés par Chaim Rothenberg, qui fait ce travail assez extraordinaire, où il collationne des enseignements de Manitou aussi bien en hébreu qu'en français. Il traduit ce qui est en français en hébreu. Il aménage pour le passage de l'oral à l'écrit ce qui est en hébreu. Et cela concerne essentiellement ces 7 ouvrages. Le grand thème de Manitou sur les Toladot, c'est-à-dire une lecture de la Torah qui indique, qui montre de quelle manière la Torah envisage le développement de l'histoire de l'humanité à travers la constitution des identités humaines. Et jusqu'à présent, je crois qu'on est arrivé avec le volume 7 jusqu'à Jacob, le commencement de Jacob en tout cas. Et puis, cela continuera certainement avec toute l'histoire de Joseph, Judas, les tribus, et au moins jusqu'à la fin du livre de la Genèse. Alors, c'est ça, Eliezer Cherki, qui vous a plu, la Torah qui aide l'homme à découvrir le fond de son identité et qui, on va dire, s'inscrit pour aider à la réussite de l'humanité. C'est ça qui vous a plu ? Ça, bien sûr. Entre autres, moi, j'imagine. Et le reste, je voudrais simplement revenir sur ce point qui est effectivement très, très important, ce qui est
l'épanouissement qui a commencé et de cet enseignement, de cette pensée dans la société israélienne. Dans la société israélienne. Et à mon sens, c'est quelque chose qui ne fait que commencer. D'abord, il y a quelque chose qu'on vient de souligner. Il y a ici un phénomène pratiquement unique, à mon sens, d'un maître qui a commencé, qui était célèbre dans une certaine mesure en diaspora, en particulier en France, en tout cas dans la diaspora francophone, également dans d'autres pays, mais particulièrement en France, en Afrique du Nord, puis en France, et puis qui a fait son aliyah. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas seulement la personne, le Rav Léon Ashkenazi, Manitou, qui a fait son aliyah, mais son enseignement a fait son aliyah avec lui. Et de la même manière qu'une personne qui vit en France, dans la société, et puis qui est insérée dans une certaine communauté, dans la société française, au bout de quelques années, finit par être un peu oublié du milieu qu'il a quitté et connaît une nouvelle vie en Israël. Eh bien, il est arrivé à son enseignement la même chose, qui est un phénomène unique. C'est-à-dire que Manitou a pratiquement été oublié par les nouvelles générations, par la société israélienne. Et c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, pour raviver un peu sa pensée. Et il y a d'ailleurs, il faut souligner les efforts remarquables de M. Olivier Cohen pour redonner un nouvel écho à cette pensée oubliée en France. Et puis, cette pensée, cet enseignement, cette Torah qui a été donc oubliée en France, s'est implanté en Israël, était au début tout à fait confidentiel, effectivement, autour d'un noyau d'élèves essentiellement francophones, pas seulement, mais essentiellement francophones. Et puis, au fur et à mesure, il y a une espèce de maturation. Et c'est comme une graine qui a été plantée en Israël et qui devient un arbre, une vigne, enfin, ce que vous voulez. C'est quoi, d'après vous, qui séduit justement les Israéliens? C'est le fait d'utiliser un langage philosophique pour parler de la Torah? Non. C'est pas ça? Je ne pense pas que ce soit ça. Il y a toutes sortes de dimensions. Okay. Je pense qu'il y a deux choses. C'est que, fondamentalement, l'enseignement de Manitou, qui est d'ailleurs, je reviendrai là-dessus, peut-être fondamentalement l'enseignement de la Torah. C'est-à-dire, malgré le caractère innovant de ses formulations, il retrouve les intuitions fondamentales de la Torah à travers toutes les générations. Ce serait facile à montrer. En vérité, c'est un enseignement qui porte sur la société israélienne. C'est-à-dire que le contenu de son enseignement est destiné, en fait, concerne et est destiné à la société israélienne. Pourquoi? Parce que cet enseignement, si on peut résumer, on ne résume certainement pas un enseignement aussi considérable que celui de Manitou en quelques formules, mais on peut essayer de cerner, de désigner le point, je dirais, nodal, le point, l'axe fondamental autour de laquelle va s'articuler tout cet enseignement. Or, cet axe fondamental, c'est celui de ce que Manitou appelait lui-même, sur lequel il revenait beaucoup, de l'unité des valeurs. C'est-à-dire que l'enseignement, la vocation de la Torah, c'est d'être une Torah qui est la Torah finalement de l'unité. L'unité du Créateur, c'est le monothéisme, l'unité du monde qui est créé par un Dieu un, et de faire réussir cette création à travers une société qui va être une société qui va réunir les valeurs et en réaliser l'harmonie. Là, on en est quand même un peu loin dans la société israélienne. Il y a beaucoup de compartiments, beaucoup de quêtes, beaucoup de séparation. Mais justement, c'est exactement la raison du succès, ou en tout cas de l'intérêt considérable d'enseignement Manitou, parce que ce qu'il montre, c'est que ces différentes dimensions qui existent dans la société israélienne et qui tirent à eux et à dia, qui sont en rupture, souvent en opposition, en conflit permanent, en vérité, sont chacune porteurs d'une valeur, et que l'effort de cette société israélienne pour elle-même et ultimement pour le monde entier, pour l'humanité entière, va être de faire un travail de réunification de ces valeurs-là. Or, au-delà, que celui qui connaît bien la société israélienne, c'est combien, au-delà des tensions, il y a ce sentiment que chacun est porteur quand même de quelque chose. C'est vrai. Mais on ne sait pas comment unifier ces choses-là. Ce que vient enseigner Manitou,
qui est encore une fois l'enseignement de la Torah traditionnelle, c'est que cette unification de valeurs est au cœur du travail de la société israélienne, et c'est ça qui est la clé de sa réussite ultime. Voilà. Pour elle. Voilà. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, apparemment, ça, c'est peut-être une convergence au niveau du temps, au niveau de l'époque. Ce sont des paroles qui marquent une pensée, qui marquent, qui commence à vraiment à bouillonner, on va dire. Les gens ont l'impression de découvrir quelqu'un d'assez exceptionnel. Alors, vous êtes là aussi parce que dans cette même lignée, après la traduction des ouvrages, etc., David Cohen et Itai Colin ont fait un travail pour traduire une émission qui avait eu lieu il y a quelques années, diffusée il y a quelques années sur la télévision française, produite par, bien sûr, Josie Eisenberg et présentée par Josie Eisenberg. À propos de Manitou, alors là on voit plein d'anciens élèves, on entend aussi, ce qui est assez rare, des témoignages sonores du Rav Léon Ashkenazi. Et donc ce film-là a été traduit en hébreu, et ça c'est assez nouveau, on va dire ça comme ça, c'est une première tout simplement. Vous êtes content que ça ait été fait ? Ah, je suis ravi. Je pense que effectivement, il y a une grande partie du public israélien, ce public dont nous disions il y a quelques instants qu'il a découvert Manitou et qu'il est entraîné vers cette pensée. Il y a chez ce public une frustration extrêmement profonde du fait qu'il pressent d'une certaine manière qu'il n'a pas accès à tout l'enseignement de Manitou parce que cet enseignement est en français. Et il faut savoir qu'il y a actuellement tout un travail de traduction. Vous avez mentionné la traduction de ce film, enfin son sous-titrage en tout cas. Mais il y a toute une équipe de personnes qui s'occupent actuellement de traduire en hébreu le grand livre qui a été publié par Marcel Goldman, La parole et l'écrit. Et là, je pense que même pour les francophones, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que vous êtes là, qui ne connaissent pas, parce qu'ils sont trop jeunes, ils n'ont pas connu Manitou, ce n'est pas arrivé jusqu'à eux. Ils ont grandi dans des milieux pas forcément religieux, ils sont en quête de sens et ils sont en recherche sur eux-mêmes. C'est un bon moyen de commencer avec ce livre pour entrer dans la pensée de Manitou. Je n'en suis pas tout à fait sûr, parce que la parole et l'écrit est, à mon sens, un livre difficile. Ah bon, d'accord. Bon, ben voilà. On m'avait dit le contraire à certains moments. Écoutez, et comme il s'agit d'un ensemble de, disons, 80%, sinon plus, d'un recueil d'articles de Manitou qui s'échelonne sur une période depuis les années 47-48, en passant par les grands articles de Manitou qui ont paru dans la revue Targum de l'école Gilbert Bloch et puis dans l'information juive. Enfin, bon, ça fait quand même 2 gros volumes. Alors, par quoi faut commencer d'après vous, si ça c'est un peu trop compliqué ? Écoutez, d'abord, comme je commençais à le dire, ce livre de la parole et l'écrit, il n'est pas unitaire, si je puis dire. Il y a des textes de différents niveaux, parce qu'il s'adresse aussi à des publics différents. Il y a des textes qui sont plus accessibles, d'autres qui sont plus inaccessibles. Et bon, un lecteur avisé qui sait faire le tri des choses, bon, peut en tirer effectivement énormément de profit. Il me semble que les ouvrages de Kimitzion consacrés à la paracha de la semaine et au calendrier sont plus grand public. D'accord. Et qui... Ça peut être qui permettent peut-être une entrée dans la pensée de Manitou et sa manière, je dirais, pas seulement sa pensée. Je voudrais revenir un instant, avec votre permission, sur ce que nous disions tout à l'heure et sur les remarques très pertinentes de Eliezer. Le souci de Manitou, d'une manière générale dans ses enseignements,
était de faire prendre conscience au public qu'il ne s'agissait pas d'étudier quelque chose qui concerne un peuple d'il y a 3000 ans ou 4000 ans et des événements, comment dirais-je, qui appartiennent aux données de la foi et de la croyance, etc., mais de montrer de quelle manière ces textes nous concernent directement. Pour le dire d'une manière très simple, c'est que au travers des récits de la Torah, c'est de nous. Ça parle de nous. Qu'elle parle. Tout simplement. Alors justement, on va voir un petit extrait de ce fameux film, de cette fameuse émission menée par Josie Eisenberg. C'est le frère, tout simplement, de Léon Ashkenazi qui nous parle. Si la religion, c'est la morale, en quoi manger cachère, c'est moral? Et justement, avec Manitou, j'ai appris que l'expérience religieuse n'est pas séparable de l'expérience morale, mais qu'elle ne se limite pas au cadre étroit de la morale tel qu'on l'étudie dans la classe de philosophie. Voilà. Alors, c'est court, mais c'est dense, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez, Eliezer? Bien, d'abord, j'attire l'attention sur le fait que effectivement, le frère de Manitou, Daniel Ashkenazi, Zichrono Libracha, est en vérité quelqu'un qui était lui-même un maître et un élève d'une écoute exceptionnelle vis-à-vis de son frère, en réalité de son maître. Il était extrêmement modeste et évidemment, il laissait toujours, il se retirait devant son frère, mais c'est quelqu'un qu'il faut écouter avec énormément d'attention et ce qu'il dit est toujours extrêmement sensé. J'attire aussi son attention sur l'introduction au tome 2 de Kimitzion, qui est un texte absolument remarquable, qui a été écrit justement par Daniel Ashkenazi en introduction à ses écrits. Et donc je pense que c'est quelque chose qui est essentiel et qui parle d'un des très 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 nombreux sujets qui vont être traités par Manitou. Mais je voudrais juste revenir sur une remarque à propos de Kimitzion. Je pense que ces deux volumes sont complètement à part par rapport à ce qui est écrit, au sens où ils sont non seulement une introduction, mais ils sont les écrits fondamentaux de Manitou. Ces deux volumes sur la paracha, d'abord pour une raison extrêmement simple. Elle représente ces écrits. D'abord, il s'agit d'écrits rédigés précisément par Manitou. Okay. Or, nous avons très peu de textes directement rédigés. Même la parole et l'écrit sont constitués, qui sont deux volumes extraordinaires, considérables, rassemblés, travaillés, commentés annotés par Marcel Goldman. Mais en fait, il s'agit la plupart du temps du texte de conférences données devant des différents milieux ou aux colloques intellectuels juifs ou ailleurs et qui ont été rédigés après, mais il s'agit d'enseignements qui étaient essentiellement oral. Et c'est pas par hasard, Manitou nous disait à quel point il était un peu terrorisé par la force de vérité absolue de l'écrit. C'est-à-dire qu'il fallait qu'à l'écrit, chaque mot soit d'une précision absolue forcément. Et qui correspond à tous les différents degrés de la connaissance. C'est ça. Or, ces textes qui ont été écrits effectivement, étaient destinés a priori pour un public général, en vérité ont été écrits avec une attention extraordinaire. Et certains de ces textes, je ne peux pas dire ça vraiment de tous, mais beaucoup d'entre eux sont des résumés extraordinaires de tout l'enseignement de Manitou. Et non seulement l'enseignement de Manitou, mais ça c'est le second point qui me paraît tout à fait capital, il s'agit de son dernier enseignement. Or c'est très important, nous avons une grande règle dans la tradition de la transmission de la Torah, que la dernière version, la dernière halakha, c'est celle qui l'emporte toujours. Et dans le cas de Manitou, c'est encore plus net parce qu'on peut parfaitement percevoir à travers le début de son enseignement, depuis Orsay, dans les années 50, et après son Aliyah, une espèce d'élévation progressive et d'approfondissement progressif. Et c'est le fruit de cet enseignement arrivé à totale maturité que l'on trouve dans Kimitzion. Et certains de ces textes demandent au contraire, je dirais, une étude de chaque paragraphe qui peut être éclairée effectivement par d'autres articles dans Kimitzion, par les autres ouvrages, qui vont éclairer ce que se trouve dans chaque ligne de ce texte de Kimitzion. Or, ce dont parle Manitou dans Kimitzion, c'est non seulement du thème fondamental, bien sûr, de l'unité des valeurs dont je parlais tout à l'heure, mais aussi qu'à travers le thème
des Toladot, on parlait... les engendrements, le Rav Simsovic, c'est les engendrements. Il s'agit de l'engendrement des différentes figures de l'humanité, mais au cœur de cela, comme un vecteur qui traverse l'humanité, l'engendrement d'Israël lui-même. C'est-à-dire les différentes formes que vont prendre le visage de cette identité Israël, qui va commencer par l'histoire d'une famille, qui va devenir des tribus, qui vont devenir un peuple, et qui va devenir l'identité qu'on appelle juive en exil, qui était toujours judéo quelque chose, judéo-française, judéo-arabe, judéo-yiddish, tout ce que vous voulez. Et cette identité va subir une nouvelle transformation, on peut dire une nouvelle élévation, parce qu'il y a ici un travail de cristallisation. Et aujourd'hui, c'est l'identité juive éternelle. Elle se retrouve dans la société israélienne. C'est l'identité israélienne. Alors justement, c'est très intéressant parce que c'est vrai que dans cette période où l'on vit notamment avec Israël au banc des nations, où Israël est vilipendé de toutes parts, il a beaucoup parlé de la place d'Israël par rapport à l'islam, par rapport à la chrétienté, et ça a beaucoup remué cette génération dans les années, on va dire 70-80. D'élèves qui étaient, un peu en voie d'assimilation, on va dire ça comme ça, et qui découvraient cette pensée et qui découvraient la place justement d'Israël dans le monde, et que oui, on avait un rôle, etc. On va revoir un autre extrait du film, juste pour nous donner une idée, puis pour vous donner envie de découvrir tout simplement la pensée de Manitou. C'est un de ses anciens élèves, M. Kojinski, qui nous parle. Place d'un seul coup, on sortait du brouillard, on voyait qu'il y avait une cohérence dans le monde, dans l'histoire, que la vie avait un sens, et c'était un espoir, c'était formidable. Alors court, là aussi, danse également, c'était important ce volet de sa pensée. Oui, écoutez, je pense qu'il faut tenir compte d'un détail, si j'ose dire, de l'enseignement de Manitou, qui consistait à dire qu'à chaque fois qu'une valeur authentique se dévoile, alors toutes les forces se mettent contre pour vérifier est-ce qu'elle est véritable. C'est ce qui nous arrive, c'est ça, aujourd'hui ? Et si elle n'est pas véritable, alors elle s'effondre. Et si elle est véritable, alors c'est elle qui l'emporte. Elle s'avère être de l'or pur. Mais il faut la mettre à l'épreuve. C'est un grand enseignement traditionnel aussi que quand on éprouve, quand on met à l'épreuve, on ne met à l'épreuve que les justes. On ne met à l'épreuve que ceux qui, a priori, sont susceptibles de résister et de remporter la victoire sur l'épreuve. Parce que cela est mis en particulier en lumière à propos de l'histoire de la mise ou des mises à l'épreuve d'Abraham, c'est que Dieu sait qu'Abraham est capable. À la limite, on peut se dire qu'Abraham aussi sait qu'il est capable. Mais il faut que cette preuve soit faite à l'égard des nations. Alors justement, il parle beaucoup du rôle du judaïsme auprès des nations. Et ça a beaucoup touché ses élèves, tout simplement. Hein. Vous aussi, j'imagine que ça a une dimension importante chez vous. Peut-être que c'est aussi avec ce discours que vous êtes monté en Israël, je ne sais pas. Oui, je peux dire effectivement, personnellement, que c'était déterminant dans le choix de l'Aliyah, quoique j'étais porté de toute manière par une tradition familiale qui allait dans ce sens. Mais enfin, certainement, ça a été un élément déterminant. Alors, on a un autre extrait où là, on entend Manitou. Alors, c'est assez rare aussi. C'est pour ça que je vous engage à découvrir ce documentaire qu'on diffusera, bien sûr, sur Kalita dans son ensemble. C'est un long documentaire, enfin une longue émission, on va dire. Là, on l'entend parler justement de la force du verset, de la façon dont on étudie, tout simplement. L'expérience que sur un point, le verset vous a enseigné quelque chose. C'est pas que vous lui avez fait dire quelque chose, que le verset vous a enseigné quelque chose, que de livrer à vos propres forces de conscience, vous n'avez pas su par vous-même. Su par vous-même, ça veut dire les limites de la capacité d'intelligence humaine absolue. Ouais. Alors,
c'est court toujours, mais il met le détail, quoi. Il est dans le détail, il explique les choses et il explique que le verset doit nous parler vraiment, parce que si ça ne nous parle pas, c'est qu'on n'a pas bien compris. Oui, je pense que cet extrait est pris dans un cours que Manitou a donné à Mayanot. Et ça veut dire qu'il s'adressait à une promotion de jeunes Français qui venaient passer 1 an, éventuellement 2 ans, et qui découvraient absolument non seulement l'enseignement de Manitou, mais le judaïsme, la Torah, Israël et tout ce qui va avec. Et donc, il y avait une préoccupation pédagogique profonde chez Manitou de faire comprendre à ses élèves qui se trouvent confrontés à un texte qui est le texte biblique, le texte de la Torah, et qui sont habitués, culturellement habitués à l'idée que le commentaire ajoute quelque chose au texte et qu'il fallait leur faire découvrir que le commentaire n'ajoute rien au texte, le commentaire permet un accès au texte et que ce qui est important, c'est que à la lecture, à l'écoute du verset de la Torah, on soit dans un état d'esprit. C'est un effort de la volonté, c'est un effort de la conscience, de se mettre à l'écoute, non pas qu'est-ce que moi je peux dire de ce que dit ce verset, mais qu'est-ce que ce verset m'enseigne. Et je pense qu'il y a dans cette approche que Manitou a enseigné quelque chose qui a été effectivement assez révolutionnaire pour ces jeunes qui arrivaient à Mayanot et qui venaient... De vie. Parfois, ils ont changé de vie après absolument. Ça les a bouleversés, c'est sûr. Absolument. Voilà. Alors justement, on parle beaucoup dans sa pensée de révolutionnaire, une pensée révolutionnaire, quelque chose qui remet les choses en cause. Beaucoup d'ouverture, une certaine orthodoxie, une vraie orthodoxie, mais beaucoup d'ouverture aussi. C'est aussi tout ça, la pensée, c'est peut-être ça qui séduit aujourd'hui la société israélienne, d'après vous? Oui, mais je pense qu'effectivement, c'est lié à ce que nous avons dit depuis le début, c'est-à-dire que la Torah nous parle, et la parole d'un créateur qui a créé le monde et qui nous aide à dévoiler quelles sont les clés de la signification de ce monde et de la réussite possible pour l'humanité dans ce monde créé. Or, il s'agit de l'humanité tout entière, et il n'est pas seulement d'Israël, et il s'agit en Israël de toutes les dimensions de la société israélienne, à travers le récit biblique, on le voit dans la tension entre Judas et Joseph, qui représentent 2 pôles de l'identité. Aujourd'hui, on peut retrouver, si on veut rapidement, ces 2 dimensions entre Jérusalem et Tel Aviv, chacune disant « je suis moi l'héritier authentique du sionisme, l'identité juive », alors qu'en vérité, ils sont chacune deux aspects inséparables de ce qui est un travail justement dans l'identité juive, dans l'identité d'Israël et dans le monde entier. Et c'est ce travail-là qui est porteur d'espoir, je crois, pour l'humanité tout entière. La grande différence entre les extraits que nous avons vus maintenant et aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé presque une génération. Bien sûr. Entre les deux, c'est une nouvelle génération. Et entre-temps, ce qui est à travers l'histoire, c'est-à-dire ce qui est au travail dans le monde, dans l'humanité, a montré à quel point les tensions essentiellement bipolaires entre le monde occidental d'origine chrétien d'une part, et deuxièmement l'islam, est porteur de tensions. Encore une fois, ces tensions sont porteurs de conflits qui peuvent devenir des conflagrations, mais parce que chacune est porteur de quelque chose que l'autre n'a pas. Et ce qui crée d'ailleurs un désarroi très profond des 2 côtés, y compris en Occident, et également d'ailleurs dans le monde de l'islam, pour ceux qui sont à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de ce monde-là. Et il est assez clair, et c'est pas seulement un espoir, que c'est dans l'identité d'Israël que peut se manifester quelque chose qui pourra être une espèce de, sinon non pas la solution des conflits, mais le dévoilement du lieu où ces conflits prennent leur sens et sont capables de vivre en harmonie.
Alors on espère justement que cette pensée va continuer à se développer dans la société israélienne. En tout cas, vous, francophones, si vous ne connaissiez pas Manitou avant cette émission, je vous engage à regarder sur Kalita ce film présenté et produit par Josie Eisenberg. En attendant, on n'a pas parlé de tout parce qu'il a abordé tellement de sujets. Et on n'a pas aussi parlé de la façon dont il les abordait parce qu'il avait énormément d'humour. Paraît-il que c'est aussi ça, cette façon de transmettre qui était assez exceptionnelle. Qui était d'ailleurs quelque chose, l'humour chez Manitou, ça c'est un point très important, n'est pas quelque chose, n'est pas, je dirais, un élément supplémentaire qui permet de faire passer un discours, comme c'est souvent le cas. Il s'agit de quelque chose qui est essentiel parce que, comme il disait lui-même, les sujets dont nous parle la Torah sont tellement absolus, considérables, qu'on ne peut les aborder qu'en ayant conscience de la toute relativité de celui qui aborde ces sujets-là. Et c'est l'humour qui permet de cette distanciation avec la force et le poids des sujets qui sont abordés. Bon, je pense que vous avez très bien parlé de lui tous les deux. Vous avez donné sûrement envie à d'autres de découvrir sa pensée. Aujourd'hui, on peut le faire en hébreu, on peut le faire en français. Donc, c'est quand même... quelque chose de génial. Non, mais et il faut malgré tout souligner qu'en plus du fait qu'il y a maintenant des livres qui permettent d'accéder à sa pensée, il y a énormément de cours qui sont donnés à travers le pays. Basés sur ses enseignements. Fondamentalement basés sur son enseignement. Certains cours qui sont des cours dédiés à son enseignement comme tel, et d'autres qui s'inspirent plus que largement de cet enseignement. Et à quoi il faut ajouter, d'ailleurs, le pool des cours enregistrés de Manitou. Il y a des milliers de cours que la Fondation Manitou a mis en ligne et que n'importe qui peut écouter directement sur la Parashat Hashavua, sur toutes sortes de sujets. Et c'est quand même pas la même chose d'écouter sa voix et toutes les nuances qu'il apporte dans les détails de son enseignement. Or, nous avons aujourd'hui ce privilège dans notre génération de pouvoir écouter sur Internet, directement, sur son portable, ces milliers d'heures de cours de Manitou. Et j'ajoute en hébreu et en français. En hébreu, en français. Donc c'est vraiment pour ça que vous étiez là aujourd'hui, pour bien préciser à tous qu'aujourd'hui la pensée de Manitou est accessible en hébreu. Elle est accessible bien sûr aux jeunes générations, à ceux qui n'ont pas eu la chance de le connaître, ni d'en entendre parler. Voilà, vous pouvez le faire aussi en français. On vous remercie vraiment d'être venu. On dit bravo quand même aux traducteurs de ce film. Je les recite, David Cohen et Itai Colin, qui ont beaucoup travaillé à démocratiser, on va dire, la pensée de Manitou en hébreu dans la société israélienne. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci de rien. Et à une prochaine. Alors, ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.